Hello, hola, hello et salut des pieds jusqu'à la tête de la mode à la culture. Version française vous rhabille avec les tendances d'aujourd'hui et de demain. Et c'est tout de suite. Le Grand Rex est un dinosaure des cinémas parisiens. Pas de secret entre nous, on vous donne rendez-vous au cœur de la salle obscure. Karen Swamy a les pieds sur terre et les deux mains dedans. Rencontre avec une céramiste pas comme les autres. Ne rougissez pas, aujourd'hui nous soulevons les jupons de la capitale pour vous révéler un pari coquin. La troisième place n'a rien à envier à ses grandes sœurs, revenant sur l'histoire du bronze dans un focus hypnotique. Bon pour la tête, beau pour les yeux, le tout en version 100% française, c'est Point de vue. Car la vie n'a pas de sens, ses bambers non plus. Non, nous ne sommes pas moroses, bien au contraire, car l'atelier Tierno a créé ses blousons réversibles avec juste ce qu'il faut de wax. Pour cela jouer double personnalité, soft le jour, imprimé le soir. Pour une fois, on ne vous en voudra pas de retourner votre veste. Dans la rubrique Faune et Flore, connaissez-vous l'âge de la plus vieille girafe? Elle a 58 ans et s'appelle Sophie. L'incontournable jouet made in France, fabriqué en Haute-Savoie, a depuis presque fait le tour du monde et vu les quenottes de plusieurs millions de bébés. On ne vous fera pas croire que son succès est un coup monté. Sandra Leguin fait parler dans Petite Pouce, le plus petit des êtres, un bébé. Ici, c'est lui le héros qui raconte l'aventure mystérieuse de sa création à sa naissance. L'histoire de cette petite graine qui pousse, le tout illustré en aplat de couleurs. De quoi répondre à l'éternelle question « Maman, comment on fait les bébés ?» Parce que quand il n'y en a plus, il y en a encore. Derrière ce nom anglais se cache une marque de bougies fabriquée en région parisienne. Pas de mèche en coton, mais une petite tige de bois qui vient matcher avec le reste de l'ambiance Flower Power. Mélange d'aromathérapie et de déco, de quoi raviver la flamme de vos intérieurs. Déroulez le tapis rouge, on vous emmène sans plus attendre dans les coulisses du Grand Rex, loin des feux des projecteurs. Sur les grands boulevards parisiens, 3 lettres gigantesques ont des allures hollywoodiennes. Rex, ou plutôt le Grand Rex. Inauguré en 1932, ce cinéma légendaire n'a pas trop mal vieilli. Une fois passés les écrans très modernes de l'entrée, son style art déco d'origine vous propulse dans les années folles. Dans ce temple du grand écran, l'envers du décor vaut le détour. Mais avant cela, direction la grande salle pour retrouver notre guide, Franck. Il travaille au Grand Rex depuis une quinzaine d'années, mais c'est surtout un fan de cinéma, un très très grand fan. Titanic, ici je l'ai vu 19 fois, Le Grand Bleu 13 fois. J'ai vu aussi Danser avec les loups une bonne douzaine de fois à l'époque. Et la grande salle porte bien son nom. C'est tout simplement la plus grande salle d'Europe. Oui, rien que ça. Un parterre, 2 balcons, 2700 places dans une configuration atmosphérique. Une prouesse technologique et esthétique pour les années 30 importée des États-Unis par le créateur du Grand Rex, le producteur Jacques Haïk. Un brin mégalo. Ça a vraiment été le cinéma qui est rentré dans l'ère de la modernité. Et c'est pour ça que le Rex aussi, il existe encore aujourd'hui, de par son décor, qui est inscrit monument historique, et c'est un extérieur en intérieur. Donc tout ici est fait pour vous donner l'impression du plein air. Donc vous avez une inspiration méditerranéenne avec des villas hispano-mauresques, des statues gréco-romaines, et vous avez un ciel en trompe-l'œil avec des nuages qui culminent à 24 mètres de haut pendant les projections de films. Et on ne va pas s'attarder, l'écran large, là encore l'un des plus grands d'Europe, est en train de descendre. Un film va commencer. Pour nous, il est temps de sortir des sentiers battus. Et ce n'est pas peu dire, le Grand Rex est un vrai labyrinthe. En surface comme dans les sous-sols, qui abritent des salles de répétition d'époque et des loges. C'est des loges qui accueillent les artistes qui viennent pour chanter, pour danser. Donc parmi les grands noms qu'on a eu, Jacques Higelin, Julien Clerc, Ray Charles, beaucoup de très très grandes stars qui sont venues au Rex, et ce pour la partie concert, à partir des années 80. Donc des stars, vous en trouvez dans les loges, sur le tapis rouge, dans la salle, sur la scène, dans les décors.
Des loges au couloir, le lieu regorge d'histoires, jusque sur les murs signés Henri Mahé. Et eux aussi ont le droit à leur petit potin, comme cette fresque relookée discrètement et sans trop d'explications au cours du XXe siècle. On voit que c'est Charlie Chaplin, là, en 1932, et là, en 2019, c'est un clown. Et c'est un mystère. C'est le créateur du Rex, M. Jacquaï, qui a importé les films de Charlie Chaplin en France à partir de 1913 et qui l'a surnommé Charlot. C'est bien joli tout ça, mais vous n'êtes pas là pour traîner dans les couloirs. Pour découvrir les rouages de ce cinéma, il faut prendre un peu de hauteur. Donc là, on va monter tout en haut, la cabine de projection qui a environ une trentaine de mètres. C'est comme si on empruntait un escalier pour monter au sommet d'un phare. C'est très très haut. Oui, en effet, c'est très très haut. Autant vous dire que le public n'y met jamais les pieds. Alors là, on est vraiment dans le lieu sacro-saint du Rex, c'est-à-dire la cabine de projection. Et oui, c'est dans cette petite pièce à l'ambiance tamisée que la magie opère. Même si depuis l'arrivée du numérique exit les bobines, c'est la machine qui fait tout le boulot. Enfin presque. Parfois, certains capricieux préfèrent se la jouer vintage. Et à cela, on peut difficilement dire non. Quand des messieurs Tarantino et Nolan viennent présenter leurs films au Grand Rex en avant-première, ils exigent à ce que leurs films soient projetés sur de la pellicule argentique. Voilà. Donc c'est pour ça aussi on garde ce matériel 35 mm. Vous l'aurez compris, au fil du temps, les équipements reçoivent un petit coup de jeune ici et là. Mais un endroit résiste encore et toujours au XXIe siècle. On est vraiment là, au-dessus de la cabine de projection, ici, à ce niveau de la trappe juste du milieu. Cette trappe juste ici. Donc ça sert pour les concerts, pour mettre les lumières, les jeux de lumière comme vous voyez là. Vous êtes dans les combles, l'endroit le plus secret et inaccessible du Grand Rex. Ici, tout est d'origine. Il y a ce contexte un peu historique et vous sentez justement que le lieu justement a une âme. Donc c'est quelque chose qui vit et vous ressentez ce vécu à travers cette architecture d'époque de 1932. Et si la voûte céleste du Grand Rex ne vous suffit pas, vous pouvez toujours aller tutoyer les nuages sur son toit. Une vue sur tout Paris, on ne peut pas rêver mieux comme générique de fin. Inspiration japonaise, poème dissimulé, le tour du potier de Karine Swamy fait naître entre ses mains des créations poétiques. Parfois, certaines passions de petites filles finissent par prendre plus de place au fil du temps et des expériences avant de devenir une réalité. Et c'est ce qui s'est passé pour Karen Swamy. D'abord attirée par la céramique à travers ses yeux d'enfant, elle a laissé de côté pour faire ses études et de nombreux métiers. Karen a eu 1000 vies, mais c'est dans sa vie de céramiste qu'elle est la plus épanouie. Cette deuxième rencontre ou cette réelle rencontre avec la Terre, c'est un vrai parcours initiatique. C'est-à-dire, ça a tout chamboulé dans ma vie. Alors la Terre, c'est rassurant, c'est un élément de concentration, un élément de méditation. Et au fur et à mesure que j'ai avancé dans le travail de la Terre, ma vie s'est transformée. Jusqu'au jour où j'ai décidé d'arrêter mon métier de producteur, ce qui n'est pas une mince affaire, mais bon, c'était une évidence. Donc c'est vraiment un parcours de vie, la rencontre avec la céramique. Un parcours de vie qu'elle maîtrise maintenant totalement depuis 7 ans. Dans son atelier, Karen prépare ses recettes démo et fait des recherches pour une nouvelle pièce. J'ai tourné une très grande pièce qui fait 1,20 m de haut. Je voudrais l'émailler avec cet émail-là. Mais je voudrais un effet particulier. Et donc, je vais tester sur 4 pièces, 4 densités différentes. À chaque fois, je vais rajouter un petit peu d'eau. Et comme ça, je saurai de quelle densité j'ai besoin pour la grande pièce. Elle pèse au gramme près, prend des notes pour trouver la combinaison parfaite qui donnera le rendu qu'elle recherche après le passage au four. Un peu comme un chef cuisinier. Et d'ailleurs... Depuis que je suis céramiste à temps plein, je ne fais plus la cuisine. Mais ce qu'elle préfère faire par-dessus tout, c'est d'avoir les mains dans le cambouis et être au contact direct de la terre. Ce que j'aime par-dessus tout, c'est la naissance de la forme. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est travailler la forme. Donc la faire naître, c'est le geste de tournage, et la travailler, c'est le geste de tournassage où on sculpte. Une fois que la pièce est un peu plus sèche, on retire de la matière. Et parfois, tout ce travail passé à trouver les bonnes recettes, tourner, tournasser et polir, réserve quelques surprises à la cuisson. Ah, c'est un long métier de contrainte et de frustration, le métier de céramiste. C'est un métier de contrainte parce que le matériau est contraignant.
parce qu'il y a un énorme lâcher-prise au moment de la cuisson et qu'on a beau tenter de maîtriser les mailles, voilà, c'est à un moment le feu qui décide. Mais je ne crois pas, en tout cas mon expérience de producteur me le prouve, que la contrainte soit négative à la création. Au contraire, il faut bien se confronter à une limite pour que jaillisse une autre idée, une autre création, une autre... Voilà. Alors que Karen crée des pièces qu'elle doit longuement polir à l'agate avant de cuire à 1000 degrés puis qu'elle doit enfumer, la contrainte de la terre la rattrape et de nombreuses pièces se fissurent. Et c'est de cette contrainte que Karen Swamy a découvert la technique de laqueur japonaise du kintsugi, une laque qui permet de réparer les pièces craquelées. C'est par pur opportunisme que je suis arrivée à cette technique, qui ensuite philosophiquement évoque plein de choses. Ça évoque de faire d'une faiblesse une force, ça évoque de donner une seconde vie à un objet qui devrait partir au rebut. Et c'est tout ce travail et cette recherche sur les matières qui a plu à Maison Liègre, avec qui Karen collabore depuis plusieurs années. C'est une céramiste française, mais elle a beaucoup d'inspiration japonaise, qu'elle transforme à la méthode française. Donc c'est ça qui nous a plu. Et ce que j'aime avec Karen, c'est cette proximité, ce langage qui est facile entre nous, et puis vraiment la pureté de son travail, parce que, en tout cas moi, ce que je cherche, c'est toujours le brut, c'est les matières, voilà. Et donc c'est ce que je retrouve vraiment dans son travail. À travers cette obsession pour la ligne, Karen donne vie à des céramiques aux courbes sensuelles et aux matières qui invitent au toucher. De quoi nous convaincre de toujours écouter la voix de cette petite fille qui sommeille en nous. Bonjour Karen. Bonjour Katharina. Karen, vous avez un parcours absolument incroyable parce que vous avez fait des grandes études, vous avez voyagé, vous étiez dans l'immobilier, après vous étiez productrice pendant pas mal d'années. Mais tout ce temps-là, la céramique était un hobby, c'était un passe-temps. Comment ça se fait? C'était un premier amour. C'est-à-dire que si on fait toute l'histoire, au début, il y avait la céramique, j'avais 5 ans. Alors après, ça m'a accompagnée, puis après, je m'en suis un petit peu distanciée parce que les études, parce que la vie. Et puis c'était un passe-temps après, pour se détendre. Et jusqu'à vers la quarantaine, hop. Et comment ça se fait que vous avez attendu autant de temps? Parce que je crois qu'il faut être prêt. Je viens d'un univers où c'est difficile d'assumer un métier manuel, alors que j'étais bonne élève, que je faisais, voilà, qu'il fallait que je fasse un vrai métier, entre guillemets évidemment. Et puis voilà, la vie vous repropose régulièrement. Et puis un jour, vous vous dites, mais en fait, voilà, c'est ça. Et ce jour-là, c'était comment? Écoutez, je peux presque le dater, c'est-à-dire que je suis rentrée d'un tournage au Canada qui avait été difficile. J'étais productrice exécutive d'un film de Claude Miller. Et je suis rentrée et je me suis dit, en fait, je vais tous les tuer. Donc, c'était pas une solution. Et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose pour moi que pour moi. Et je me suis inscrite à une semaine de tournage de terre. Et puis, ça a grignoté un petit peu mon temps, si bien que... De plus en plus. De plus en plus. Et voilà, et ça a pris de plus en plus de temps. Et puis là, j'avais peut-être la maturité de voir que la vie me reproposait ça une énième fois. Et là, j'ai saisi la proposition de la vie, on va dire. Karen, quand on travaille beaucoup, comme vous le faites, Ouais. les gestes deviennent de plus en plus sûrs et la technique est quelque chose qu'on fait peut-être presque automatiquement. En tout cas, on s'en soucie moins, on se débarrasse de ce côté souci technique. Et ensuite, tout ça donne une place à l'accident, à l'imprévu peut-être. Bien sûr, c'est très juste ce que vous dites, parce qu'au début, je faisais des porcelaines grandes, blanches, parfaites, voilà. Mais surtout, elles devaient être parfaites, c'est-à-dire que je répondais encore à une exigence que j'avais avec moi-même de me prouver ma technicité. Voilà, que j'étais capable et ma technicité, puisque tourner la porcelaine, on va dire dans la hiérarchie de la céramique, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Et c'est assez naturellement que la perfection, ou en tout cas... Vous ennuie. S'ennuie, voilà, exactement. Et que donc on se tourne de plus en plus vers l'accident. Alors il y a aussi le grand format qui est important pour vous. Est-ce que c'est un challenge de pouvoir sortir d'énormes vases? J'aime bien les grandes masses. J'aime bien... Pourquoi? Je crois qu'on est un peu
on est partout pareil. Et en fait, j'aimais bien, dans le cinéma, ce qui me plaisait, c'était gérer des projets comme ça, amener des grandes masses à un endroit. C'est de se dépasser? Se dépasser, oui, parce qu'en céramique, plus c'est grand, plus c'est difficile, souvent. C'est plutôt le corps à corps, en fait. C'est le corps à corps avec la matière. Vous inscrivez aussi des messages de temps à autre vous êtes bien documenté. qui apparaissent et qui disparaissent, qui sont une sorte de journal intime. Soit c'est parfois des poèmes d'amour, il y en a un de Germain Nouveau que j'aimais beaucoup, donc que j'ai un peu écrit un peu partout, mais que personne ne peut lire en réalité. Et puis parfois des états d'âme que j'écris sur les palimpsestes. Et vous n'avez pas envie que tout le monde les comprenne? Non. Ah ben non, c'est pas drôle. D'accord. C'est pas drôle. Et puis en même temps, moi, j'ai la croyance que les objets portent une énergie. Et elles sont l'énergie que celui qui le fabrique transmet. Et c'est l'énergie du moment. Alors il est formulé, parce que peut-être que j'aime bien les mots aussi. Si aujourd'hui, vous pourriez conseiller quelqu'un qui change de métier comme vous l'avez fait, qu'est-ce que vous lui direz? De suivre son cœur. On a tous une place quelque part où on se sent juste et on se sent à sa place. Et si on change de métier et que c'est une reconversion, c'est que forcément il y a un appel de quelque chose quelque part. Et il faut toujours écouter les appels. Bon, ben, en tout cas, vous avez bien fait de l'écouter, le vôtre. Merci, voilà. Karen. Merci à vous, Katharina. Repérage réservé à un public averti. Aujourd'hui, découvrez 3 adresses au cœur de la capitale, c'est Paris-Coquin. Repérage, c'est votre rubrique dénicheuse de bons plans parisiens. Cette semaine encore, on a marché, couru, rampé, arpenté, cheminé, exploré et déniché les endroits les plus coquins de la capitale. Pour débuter cette balade, direction la péniche de la Nouvelle-Seine, à la tombée de la nuit, pour découvrir une discipline bien particulière pour laquelle il ne faut pas être farouche. Bienvenue dans l'univers cabaret de Valentina Del Pearls, danseuse d'effeuillage burlesque, une discipline aux multiples facettes. Ça réunit exactement tout ce que je recherche dans le spectacle. C'est danse, théâtre, mime. Il peut y avoir du cirque, du chant, enfin vraiment tout est mélangé. Et l'effeuillage, le déshabillage, c'est la base, mais ça devient accessoire. Une discipline coquine et légère qui a connu ses heures de gloire à la fin du 19e siècle et qui est revenue sur les scènes des cabarets français dans les années 90. Poétique, glamour, sexy ou totalement kitsch, l'effeuillage burlesque est un véritable divertissement. C'est une discipline très joyeuse. Il peut y avoir des numéros plus tristes et poétiquement habités, mais ça reste quand même un divertissement et quelque chose, un spectacle avec lequel on ressort avec le sourire. Ça, c'est obligatoire. Tous les week-ends depuis 6 ans, Valentina et sa troupe du cabaret burlesque enflamment le public de la Nouvelle-Seine. Et elle nous a même donné un secret de fabrication made in burlesque. L'indispensable pour un show burlesque, c'est le fameux nippies. Et les pompons. Le fait de les faire tourner, c'est le fameux tassel twirling. On vous laisse admirer le spectacle. Mais Rosabelle, c'est la vie. Couvrez ce sein que l'on ne saurait voir. Si vous êtes un peu timide et que vous préférez que votre imagination vous joue des tours, on a dégoté pour vous la seule librairie érotique de Paris, voire de France. La Musardine est à la fois librairie et maison d'édition, et que ce soit pour la sélection de livres qui trônent sur les étagères ou pour les livres qu'ils choisissent d'éditer, le fil conducteur est toujours le même. Il faut que le sexe, d'une manière ou d'une autre, soit central. Ça ne veut pas dire du sexe à toutes les pages. Ça ne veut pas dire non plus que des scènes qui s'enchaînent les unes aux autres. Voilà, c'est pas la question. Ça peut être humoristique, ça peut être très explicite, très soft. Enfin voilà, tous les traitements sont possibles. Par contre, il faut que la sexualité, la question du corps, voilà, soit vraiment au centre des histoires qui sont racontées. Littérature classique, romans, bande dessinée, essais, et il y a même une section interdit. Mais on n'a pas osé s'y aventurer. Pourtant, il n'y a vraiment pas de quoi rougir. Alors ici, à la librairie, on a une clientèle historiquement qui est plutôt masculine, plutôt d'un certain âge, mais qui est en train vraiment d'évoluer. On voit une très très nette hausse de la fréquentation par des femmes, des jeunes femmes,
n'hésitent pas à pousser la porte de la librairie, à se renseigner, à regarder. C'est vraiment très très net ces dernières années. Et puis, si jamais vous n'osez pas franchir la porte de la librairie, vous pouvez faire vos achats en ligne sur leur site. Mais un livre, c'est d'abord fait pour être feuilleté, non ? Avec votre livre en poche, on vous propose maintenant d'aller vous prélasser dans une chambre d'hôtel, tout ce qu'il y a de plus rococo dans le quartier de Pigalle. Située dans ce haut lieu de la frivolité parisienne, la Villa Royale était au XVIIIe siècle une maison close. Et elle était loin d'être la seule dans le quartier. Interdite à la fin de la guerre, toutes les maisons ont fermé et cet emplacement est devenu un hôtel avant de devenir définitivement la Villa Royale en 1992. Et cet hôtel rouge passion aux accents kitsch n'a évidemment rien gardé de son époque fréquentée par les femmes de petite vertu. Véritable nid d'amour situé non loin du Sacré-Cœur, les chambres feutrées et capitonnées de velours vous attendent, avec parfois une odeur de feu de bois. Chaque chambre porte le nom d'une célébrité, de quoi donner des idées de jeux de rôle. Mais ça ne nous regarde pas. L'âge de bronze est terminé, mais ce matériau n'en finit pas de briller. Poli patiné, il s'invite dans l'atelier des artistes français. Si la médaille de bronze n'est pas la plus prestigieuse, le métal qui la compose est pourtant bien plus précieux qu'on ne le croit. Alliage de cuivre et d'étain, on doit la découverte de cette 3e place du podium à nos ancêtres. Et quand on vous parle de nos ancêtres, on vous parle d'un temps que les moins de 3000 ans avant Jésus-Christ ne peuvent pas connaître, celui de l'âge de bronze. Plus robustes que le cuivre et la pierre, les hommes se servaient du bronze pour fabriquer de solides outils, des armes acérées et des instruments de musique à l'harmonie parfois douteuse. Aujourd'hui, on utilise ce matériau surtout en sculpture, car c'est un très bon élève pour les artistes. Ils fond très bien, refroidit assez rapidement et s'oxyde peu. Mais si vous pensiez que le travail du bronze se résume à la coulée, c'est raté. Il y a toute une panoplie d'étapes préparatoires et postérieures. Et chaque étape correspond à un métier. Il y a le mouleur, le cireur, le fondeur métallurgiste, le ciseleur et le patineur, et tout ce beau monde travaille en harmonie. Popino Rossini est tombé dans une marmite de bronze un peu par hasard et laisse depuis ses mains et son feeling le guider sur chaque nouvelle pièce. C'est un métier difficile parce que c'est un métier excessivement abstrait. Il faut sentir les choses. Donc quand on reçoit une sculpture, quand elle est posée sur la table, en fin de compte, je ne vois même pas moi la sculpture. Je vois le côté comment on va la mouler, comment on va l'alimenter, comment on va pouvoir réaliser le bronze. C'est jamais la même chose. À la fois c'est bien, mais à la fois c'est stressant quand même. Un nouveau challenge qui, comme on le disait, nécessite plusieurs corps de métier. Et pour éviter de s'en mêler les pinceaux, on va respecter l'ordre des étapes. Étape 1, il faut créer le moule en négatif qui servira de base. Popino vient ensuite imprimer le moule avec 3 couches de cire noire au pinceau pour bien marquer les détails. On referme le moule et là, on rajoute une autre couche de cire en grande coulée. On remplit la cire entièrement dans le moule, mais par contre, on ne la revide pas d'un seul coup, on la revide en tournant le moule de manière à ce qu'elle se dépose partout. Voilà. Ensuite, il faut couler un noyau plâtre et sable. Quand ce massif est durci, on enlève le contre-moule en plâtre, on retire le caoutchouc et on a la réplique de la sculpture en cire. Vous êtes toujours avec nous ? On vous avait prévenu, le bronze, c'est technique. Et avant d'arriver au Graal, il y a encore quelques étapes, comme celle de l'alimentation. L'épaisseur, elle est que de 5 mm. Le métal, si on met un jet là, jamais il va couler, il va refroidir avant d'arriver en bas. Tandis que là, il coule dans les tuyaux. Et c'est tout un réseau qui fait qu'il y a une logique de remplissage. Une fois l'alimentation mise en place, il faut projeter du plâtre pour envelopper la pièce. Et là, c'est le moment que vous attendiez tous. Immersion dans ce qui ressemble à une mission sur la Lune avec ses cratères fumants et ses cosmonautes en tenue de combat. Quand on coule le bronze dans le moule, c'est comme une communion. C'est quelque chose... c'est très difficile à décrire parce qu'à chaque fois, c'est un mystère, c'est le côté passionnel. Une fois le bronze chauffé à 1100 degrés, le feu vert est donné.
À chaque coulée, on peut sentir la concentration ultime. Et une fois la fonte terminée, on relâche la pression. Quand la fonte elle est bien, on sait que la déroche, les ciseleurs, ça va bien se passer. La déroche consiste à casser le plâtre qui enveloppe le bronze encore chaud. Petit à petit et après un bon coup de karcher, le visage de ce Touareg se dévoile sous nos yeux. L'étape suivante, c'est celle du ciselage, qui permet de tailler le bronze et de travailler les détails. Et pour finir, il faut patiner l'œuvre pour changer sa couleur à la guise de l'artiste, mais surtout pour la protéger de l'oxydation. Désormais, vous ne regarderez plus jamais le bronze comme avant. Version française est déjà terminée, mais on se retrouve très vite. En attendant, restez chic toujours. Bye!